Bonjour et bienvenue à Taxville, cet événement online organisé par Wolters Kluwer. Je m'appelle Quentin Santi et je suis un conseiller financier actif dans le monde de transmission d'entreprise. Et c'est justement le sujet de cette présentation aujourd'hui. Fusion et acquisition, de l'accompagnement au financement. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous sommes à votre disposition en direct. Qu'est-ce que je veux vous présenter aujourd'hui? La première question est de savoir où trouver les sociétés à reprendre. Quels sont les avantages de reprendre une société existante par rapport à démarrer ses propres activités en partant de zéro? Comment veiller à la réussite totale d'une reprise? Et d'une façon très élaborée, on va discuter le financement d'une acquisition et surtout, quelles sont les tendances actuelles en la matière. Ensuite, nous aborderons quelques points d'attention. Je me répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat durant la présentation. Il y a énormément d'opportunités sur le marché. Un sondage en Flandre démontre que plus que 58 000 sociétés en dirigeants âgés plus de 55 ans. De ces 58 000 sociétés, moins de la moitié prévoit une succession familiale et dès lors seront vendues ou dissolues prochainement. Toutes des occasions à saisir. Où trouver ces sociétés par contre? Le marché belge est assez fragmenté. Bien entendu, certaines sociétés ne seront jamais mises sur le marché. Ils seront vendus à des concurrents, des amis, des connaissances. Mais les créneaux les plus importants sont à ce jour les intermédiaires comme moi, des institutions financières, ce sont les banques d'affaires, et les plateformes de transmission d'entreprise. Vous, étant expert comptable, personne de confiance, vous êtes les mieux placés de détecter une opportunité pour vendre une société, pour ouvrir son capital et de conseiller votre client de prendre contact avec une de ces parties. De toute façon, votre client reviendra vers vous pour des conseils et des missions spécifiques. Valorisation, préparation de la société pour une vente, un due diligence. Revenons aux acteurs qui peuvent apporter leur assistance et conseils au niveau de la vente. Les deux premiers offrent un service de A jusqu'à Z durant le processus de vente. Non seulement ils vous conseillent afin de préparer une société à la vente, mais ils vous cherchent un candidat investisseur. Ils mènent une négociation commerciale et juridique, ainsi qu'ils établissent toute la documentation nécessaire. Un intermédiaire travaille plutôt localement. Les banques d'affaires, eux, ils visent des dossiers plus importants, c'est-à-dire des dossiers à partir d'un EBITDA, un free cash flow, de 1 million d'euros. Les plateformes de transmission d'entreprise se concentrent sur une petite partie du processus de vente, le matchmaking. C'est le contact entre le cédant et le candidat acheteur. Plateforme de transmission.be est la plus grande plateforme en Flandre. Regardons ce qu'ils offrent. Plateforme de transmission.be est un site public, c'est-à-dire que tout le monde peut consulter cette banque de données. Il faut le considérer comme un lieu de rencontre entre les vendeurs et acheteurs de sociétés. Les acheteurs peuvent non seulement consulter des mandats, rentrer en contact avec des vendeurs, mais aussi avec des conseillers qui peuvent les accompagner durant ce processus parfois un peu technique. De nouveau, pour une valorisation, un due diligence, la négociation ou la documentation. Un vendeur a la possibilité de publier, moyennant le paiement d'une cotisation limitée, une annonce en présentant les activités de la société, sa situation financière, les membres du personnel, sa structure, ainsi que le prix souhaité. En cas d'intérêt, les parties entrent en contact. On parle du matchmaking. S'ensuit alors une négociation commerciale, suivie d'une lettre d'intention, suivie d'un due diligence et la rédaction des conventions finales. Mais avant de chercher une société, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je souhaite démarrer mes propres activités comme indépendant ou est-ce que je souhaite racheter une société existante? Je suis persuadé que vous, expert comptable, en tant que conseiller et personne de confiance, vous pouvez conseiller votre client en cette matière. Racheter une société vous offre quand même des avantages. Vous avez immédiatement des clients avec qui vous pouvez travailler, vous disposez d'une notoriété, et peut-être encore le plus important, vous vous assurez d'un chiffre d'affaires existant et une rentabilité.
La continuité est cruciale quand vous reprenez une société. Étant acheteur, vous ne connaissez pas les mécanismes, les habitudes d'une société. Vous avez besoin d'expertise et d'expérience. 2 contreparties peuvent vous aider. Le personnel qui a l'expérience, les contacts avec les clients et les fournisseurs. Le gérant cédant qui connaît tous les détails de la société. Il est crucial qu'un gérant cédant reste à bord pendant une période transitoire afin de vous expliquer le tout. Une période normale me semble 3 à 6 mois. Attention aux délais trop importants. Souvent, l'ancien propriétaire a difficile de lâcher le contrôle ou a difficile de voir les opérations et le fonctionnement qui changent, voire même les restructurations. En général, je constate que les accords prévoient 12 à 18 mois de transition, comme il y a une bonne entente durant les négociations. Mais en pratique, la collaboration s'arrête dans les 3 à 6 mois pour des raisons que je viens d'indiquer. La notoriété est également un élément très important, donnant confort aux tiers, comme les banques afin d'avoir accès au crédit, les fournisseurs pour obtenir des délais de paiement, en conservant les accords existants. Malheureusement, je dois prendre comme exemple. Je me suis installé comme indépendant après une carrière de 25 ans dans le secteur bancaire. Soudainement, un simple financement de voiture devenait difficile, comme je démarrais mes propres activités. Je ne disposais pas d'un cash flow historique. On me demandait même de faire revoir mon plan financier par un expert comptable. Je vous épargne les détails. Au niveau des subventions, les sociétés ont accès aux mêmes subsides que les indépendants. Même pour le rachat d'une société, il y a des mesures de soutien. Je trouve ce schéma très important. Il est important de déterminer dans quel cycle de vie la société se trouve. Est-ce qu'on parle d'un starter où les besoins sont très importants au niveau du BFR, au niveau des investissements, on parle de CAPEX, ou d'une société déjà mature. Mais c'est bien possible que la société se trouve dans une spirale déjà négative. Les produits ou services ne sont plus adaptés au goût du jour. Il y a quelques semaines, on m'a demandé de vendre une société active dans le pharma. Il captait des images radiographiques. C'est un secteur très rentable. Mais il sauvegardait les données sur des CD-ROM dans ce monde digital. J'ai refusé le mandat car je pense que cette société n'a pas la chance de survivre, car elle semble déjà avoir loupé le train de la digitalisation. Il est crucial de réussir votre reprise. L'investissement est tellement important qu'on ne peut pas se permettre d'erreur. Voici quelques points d'attention. La société à reprendre est saine. Saine au niveau de réputation, le modèle économique, les motifs de la vente et la structure adéquate. J'aimerais un peu approfondir sur ce dernier sujet. Je rencontre une centaine de candidats cédants par an. La plus grande partie n'a pas préparé sa société pour une vente. Il y a encore les ancêtres, les old-timers, les villas en Grèce, l'immobilier privé. Un repreneur n'est pas intéressé dans ses actifs. Ceci grève seulement le prix d'achat. La même chose au niveau du access cash. Ne cumulez pas du cash dans la société, car en général, un repreneur n'est pas intéressé dans un access cash. Il faut le distribuer pré-closing. Ici, votre rôle, en tant que personne de confiance, qui est crucial pour guider votre client. Éliminez d'abord tout obstacle possible. Bien entendu, ceci fait partie d'un due diligence. Normalement, après la signature d'une lettre d'intention, l'acheteur va demander un due diligence afin de vérifier ce qui a été indiqué par le vendeur est bien correct. Ce sont les informations qui sont indiquées dans le dossier d'information. On va vérifier si la société est bien propriétaire de son bien immeuble, si le bail était en ordre, s'il n'y a pas de litige en cours avec le personnel, le fournisseur, des clients, si les permis d'exploitation et d'environnement sont en ordre. Bien entendu, l'ONSS, la TVA et les impôts doivent être en ordre en même temps. Le prix. Une discussion plutôt difficile, mais cruciale pour les deux parties, l'acquéreur et le cédant. L'acheteur doit assurer la survie à long terme et le vendeur veut retirer le maximum. C'est logique. Un vendeur est persuadé des qualités de son bébé et parfois il va même cumuler plusieurs techniques de valorisation. La valeur intrinsèque,
Il va calculer la valeur de l'immeuble, de ses machines, de ses actifs. Et en plus, il va calculer le rendement sur le futur cash flow de la société. Faux, bien entendu. Cela reste toutefois une discussion difficile afin de persuader le vendeur. Un sondage de Vlerick en Flandre démontre que les sociétés en 2021 ont été vendues à un multiple moyen de l'EBITDA de 5,2. L'EBITDA, c'est le free cash flow d'une société. Attention, ceci est une moyenne. Les sociétés avec peu de valeur ajoutée seront valorisées moins. Les sociétés avec une valeur ajoutée plus importante seront valorisées plus. Attention, rappelez-vous de ma remarque sur les cycles de vie de la société. Il a besoin du CAPEX et BFR de la société. Mon expérience me dit que la discussion de prix n'est pas évidente, car les ententes sont très différentes. Je vous conseille fortement de l'intervention d'un conseiller indépendant afin d'objectiver cette discussion. Ne pas entamer directement la discussion de prix, mais tout d'abord connaître les contreparties, la société, créer un climat de confiance entre les parties, prendre le temps d'écouter la partie adverse et à la fin, commencer à discuter le prix, combiné avec un financement. J'y reviens immédiatement. Combien de fois, et principalement en Flandre, j'ai vécu le fait qu'on est à peine assis et qu'on demande quel est votre dernier prix. À ce moment-là, ça devient une discussion de prix pur sang, difficile à gagner ou convaincre. Quand vous commencez à négocier avec un vendeur, vous devez avoir une vue claire sur comment vous allez financer l'opération. Combien de fonds propres vous allez libérer, combien vous souhaitez emprunter à la banque. Nous rentrons plus dans le détail du financement dans quelques instants. C'est une décision importante pour vos clients. Ne pas vouloir aller trop vite. Laissez le temps au temps, étudier différents scénarios, créer un climat de confiance, prendre le temps d'écouter et de définir ses propres besoins et limites. Rentrons dans le sujet du financement. Dans le temps, la banque demandait un apport de 25% d'apport propre. Elle finançait la différence. À ce jour, et depuis la crise bancaire, les banques sont devenues plus frileuses pour financer. Elles demandent un apport plus important. Alors comment le financer? On va plutôt diversifier l'apport par un apport propre, les 3 F, Family, Friends, et là ça dépend de mon humeur, Fools ou Friends, ou un quasi-fonds propres. Prenons un exemple. Une société a un cash flow libre de 100 000 € et qui est vendue à 500 000 €, qui n'est pas loin de la moyenne de 5,2 que je vous ai indiqué au début de la présentation. Ajoutons encore des frais de transaction, des conseillers comme moi doivent être payés bien entendu, on arrive à un coût à financer de 510 000 €. Lors d'un financement, il est important de savoir ce que vous achetez. Est-ce que vous rachetez les parts d'une société ou est-ce que vous achetez le fonds de commerce d'une société? Les principes sont les mêmes, mais pas tout à fait. Le fonds de commerce est repris par une société d'exploitation. Le financement se réalise dans une société où le cash flow est généré. Les parts sont traditionnellement repris par un holding. Un holding n'a pas d'activité économique, mais perçoivent des dividendes de ses participations. Qu'est-ce que vous pensez qu'une banque préfère? Commençons avec l'apport de fonds propres. La banque exige quand même un minimum de 10%. Pourquoi? Ceci démontre la confiance dans une reprise réussite. Ceci crée une capacité de remboursement. Comme il ne faut pas rembourser cette partie, dans cet exemple, cela nous fait 51 000 €. Rentrons dans les détails en cas d'achat des parts d'une société. Il est important de savoir qu'une grande partie des emprunts sont décidés par le biais des algorithmes, avec peu d'intervention humaine. Les principes d'analyse restent toutefois les mêmes. La banque fait en premier lieu une analyse de la capacité de remboursement. Il faut savoir que les banques demandent que les crédits pour la reprise de société sont remboursés dans une période de 5 à 7 ans. Dès lors, elle va calculer le free cash flow de la société que vous reprenez,
ainsi que le free cash flow de votre société existante. Attention, si vous êtes active dans un secteur plutôt volatile, et en des hauts et des bas, il est bien possible que votre banque prenne une moyenne du free cash flow des 5 dernières années. Bien sûr, la banque va examiner la solvabilité de la société. Et elle va se concentrer sur les garanties offertes. Attention à la législation sur le financial assistance. Une société ne peut pas grever son actif afin de financer l'achat des parts. Il y a une exception, la MBI, Management Buy-in. Ça veut dire que c'est le personnel ou le management qui rachète la société. Alors la banque doit chercher d'autres garanties. Ça peut être la gage sur actions, le cautionnement des actionnaires du holding ou des fonds de garantie qui peuvent intervenir. En cas d'un asset deal, l'achat d'un fonds de commerce, l'analyse de la banque sera la même. Elle va calculer le free cash flow des opérations achetées, le free cash flow de la société d'exploitation existante. Le prix d'achat des actifs s'amortit sur base de la durée de la vie économique des actifs. Alors, on peut envisager une durée plus importante. Par exemple, au niveau de l'achat de l'immobilier, on pourrait le financer sur 10 à 15 ans. La grande différence toutefois avec un share deal sont les garanties qu'une banque peut obtenir. Vous avez vu que pour un share deal, les garanties sont limitées. En achetant les actifs, la banque a un accès à ces actifs en même temps. Elle peut prendre une hypothèque, un mandat, un gage. Bien entendu, la banque pourrait même demander des garanties personnelles ou l'intervention des fonds de garantie. Éventuellement, afin de créer un apport plus important, vous pouvez ouvrir votre capital à des investisseurs. Je répète les avantages d'un apport propre. Cela crée la confiance vers la banque. Ça crée une capacité de remboursement comme il ne faut pas le rembourser. Et les investisseurs peuvent profiter d'une plus-value ou perçoivent des dividendes. À qui demander de rentrer dans le capital de sa société? De nouveau, Friends, Family, Fools, des investisseurs. Les investisseurs en capital à risque peuvent être des fonds d'investissement, des business angels, des sociétés d'investissement. Il vous faut un bon dossier afin de les persuader. Ils reçoivent tous les jours des propositions. Préparez-vous aussi au fait que vous n'êtes pas le seul maître à bord, qu'il faudrait faire un reporting, être présent. Les investisseurs vous apportent leur expertise. Ça vaut énormément. Une autre façon de créer un apport supplémentaire est d'emprunter auprès d'autres instances que les banques. Alors on parle d'un emprunt subordonné. C'est quoi? Il s'agit d'un emprunt donné par Friends, Family, Fans, des investisseurs externes ou le vendeur de la société. Alors on parle d'un vendor loan. Toutefois, le remboursement de cet emprunt se fait après le remboursement de la banque. Il y a beaucoup d'alternatives comme un remboursement annuel après la banque, une durée plus longue que le crédit de la banque. Le principe est tout d'abord la banque et ensuite les autres. J'aimerais quand même soulever le succès de crowdlending. Il y a 10 ans, on parlait de crowdlending pour des sociétés qui n'étaient pas bankable, qui n'avaient pas accès au crédit. C'est un système qui nous est venu des États-Unis. Ceci a fortement évolué. Crowdlending ou crowdfunding est organisé par des plateformes qui font un premier screening comme les banques le font. Ils font une analyse de l'activité de l'état financier. Sur base de ces informations, ils rédigent un dossier d'information. Un investisseur peut, sur base de l'analyse du dossier, décider de participer. Et on peut investir à partir de 100 €, alors c'est très accessible. Je vous invite à visiter quelques sites comme Look & Fin, WinWinner, KBC Crowdfunding. Comme il y a énormément de cash disponibles chez les particuliers, les souscriptions s'arrêtent après quelques heures ou jours. Ici, vous avez un aperçu des différentes formes par région. Le plus important à connaître est le crédit impôt. En cas de crowdfunding, c'est la participation qu'on prend dans des sociétés, le crédit impôt est très important. Une réduction d'impôt de 30 et même 45% pour les micro-entreprises est octroyée pour les paiements jusqu'à 100 000 € par contribuable et par période imposable à la souscription de nouvelles actions.
Pour du crowdlending, lending emprunté, les pourcentages de crédit d'impôt sont moins importants. Comme il s'agit d'une compétence régionale, vous remarquez que les modalités changent de région en région. Comme indiqué, les organismes publics offrent aussi des emprunts subordonnés à des conditions assez intéressantes, comme vous pouvez le remarquer. Afin de créer un quasi-apport, vous avez aussi la possibilité de vous adresser aux vendeurs. Attention, ceci fait part de la négociation globale et il faut que vous l'indiquiez au plus vite aux vendeurs, car autrement ceci pourrait arrêter les négociations. Il y a deux principes, le vendor loan, le earn-out. Le vendor loan, que le vendeur réinvestit une partie des revenus de la vente par un emprunt subordonné. J'ai l'impression qu'à ce jour, on le demande de plus en plus, même jusqu'à 20% du montant de l'opération. Avec un earn-out, on diminue le cash-out lors du closing et on prévoit le paiement si certains objectifs, qualitatifs ou financiers, sont réalisés. Toutefois, attention, certainement étant un vendeur, il vous faut un mécanisme de contrôle afin de garantir une vue sur la gestion quotidienne et la comptabilité, comme il n'est plus le maître à bord. Reprenons l'exemple. On achète une société à 500 000 €, il faut financer 510 000 €. Dans notre exemple, vous apportez 51 000 € de fonds propres. Sowalfin octroie un emprunt subordonné de 100 000 €. Le vendeur accepte un vendor loan de 50 000 € et la banque finance la différence, 300 000 €. Quelques points d'attention. Attention au niveau du excess cash. Faites de sorte que le cash soit distribué avant le closing. Quand le prix de vente est trop élevé, il faut réfléchir à scinder le patrimoine de l'exploitation. Je me répète, mais attention que vous calculez bien le CAPEX et le BFR pour les 5 années à venir. Ce slide le dit très bien. Le financement est quelque chose de sérieux. Il faut mieux envisager toutes les possibilités et être ainsi certain d'avoir fait le bon choix. Regardons ensemble d'autres possibilités de sources de financement non bancaires. Quand l'accès bancaire est difficile, vous pouvez envisager un leasing du fonds de commerce. Vous payez 1/5 du prix au vendeur et vous devenez définitivement propriétaire lors du paiement complet. À éviter, bien entendu, parce qu'un acheteur prend le risque financier. Il prend le risque de perdre son affaire après par exemple 3 ans, s'il ne peut pas payer le loyer. Le vendeur n'a plus le contrôle sur la gestion quotidienne. Peut-être sa société ne sera plus là après 1 an, suite à des mauvaises gestions par l'acquéreur. Seulement envisager si les parties se connaissent et pour des micro-entreprises. On vient de voir le principe du vendor loan. Je peux seulement rappeler le fait d'évoquer au plus vite le besoin de la participation du vendeur dans le schéma de financement, pour ne pas mettre en péril les négociations. Attention au earn-out. Le vendeur n'est plus propriétaire de sa société, n'est plus en charge de la gestion, des contacts commerciaux et même de la comptabilité. La convention doit être très détaillée, ce qui permet au vendeur de garder une certaine visibilité sur la gestion quotidienne et sur cette comptabilité. Escrow account, il s'agit d'un compte bloqué afin d'éviter les garanties bancaires. Une convention de rachat de parts va stipuler des reps and warranties, les déclarations et des garanties, c'est classique. Par exemple, le vendeur va déclarer qu'il n'y a pas de litige en cours ou qu'il n'y a pas d'arriéré. Afin de garantir et de donner du confort à l'acheteur, c'est la coutume que 5 à 10% du prix de vente est bloqué pour une période entre les 12 et 24 mois. Les conditions de libération sont stipulées dans la convention de rachat. Il faut aussi savoir si vous allez investir par le biais d'une société ou à titre indépendant. Ceci a des conséquences fiscales. J'y reviens tout de suite. Rachat de parts ou rachat du fonds de commerce. L'avantage quand vous rachetez le fonds de commerce est important. C'est amortissable,
c'est finançable comme les banques peuvent prendre un gage, et vous ne reprenez pas le passif et les litiges en cours. L'avantage des parts est bien sûr que vous ne payez pas des droits d'enregistrement, la plus-value à ce jour n'est pas taxable, et que vous achetez une structure existante. Quand vous achetez les parts d'une société, vous achetez un carton avec tout ce qu'il y a dedans, les bonnes et les mauvaises surprises. Un due diligence peut vous aider afin d'éviter les mauvaises surprises, un rôle que vous jouez en étant expert comptable. Si vous optez pour acheter les actifs qui vous intéressent, en anglais on dit du cherry picking, certainement pas le scénario préféré d'un vendeur, comme la plus-value sera taxée. Par contre, l'acheteur sait ce qu'il achète et les banques seront plus disposées à financer cette opération. Comme indiqué, un due diligence est important pour connaître les encours clients, les encours crédits, les baux, le personnel. De nouveau, vous avez ici un rôle que vous jouez étant expert comptable, la personne de confiance de votre client. Pour le rachat du fonds de commerce ou pour le rachat des parts, il faut s'assurer que la société est en ordre au niveau de la TVA, l'ONSS, les impôts. Ce tableau résume très bien la présentation. La vente d'actifs n'est fiscalement pas intéressant pour un vendeur, mais intéressant pour un acheteur au niveau fiscal et financement. Le contraire avec la vente des parts, où la fiscalité est plus avantageuse pour le vendeur. Dans le tableau, vous voyez que soit le vendeur étant indépendant ou quand il vend l'actif de sa société, il sera taxé sur la plus-value. Si le vendeur vend les actions de la société, la plus-value est en principe non taxable. Au niveau de l'acheteur, s'il le fait soit en société, soit étant indépendant, il peut amortir les actifs qu'il achète. Il peut donner les sûretés sur les actifs qu'il a achetés en même temps. Attention, il n'y a pas la possibilité de prendre des sûretés sur les actifs de la société si on rachète les parts de la société. On parle du financial assistance. Voici, on est arrivé à la fin de la présentation. Je remercie Marek de The Harbor et Guido de plateforme-de-transmission.be pour la préparation de la présentation. Merci à Wolters Kluwer d'avoir organisé ce séminaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à poser les questions via la chat. Marek et Guido sont prêts à y répondre en direct.